Mesdames, Messieurs, bonsoir. Mercredi 17 octobre 2018, voici la une du journal. Un autre épisode de l'audience sur le contentieux post-élection présidentielle. Ce mercredi, le Conseil constitutionnel poursuivait les débats sur le deuxième recours du candidat Kamto. Nous faisons le point de l'audience en cours dans ce journal. Un autre épisode, la lutte contre la pauvreté, la journée internationale pour l'élimination de ce fléau mobilise la planète ce 17 octobre. Le journal évoque le Cameroun dans cette guerre. Un autre épisode des hauts faits de la gendarmerie nationale avec un hommage appuyé à une centaine de soldats de retour du front contre Boko Haram dans le Septentrion. Voilà pour les titres. Ouvrons le journal avec cette résolution des États du monde pour l'éradication de la pauvreté sur la planète Terre. Un engagement réitéré ce 17 octobre, journée internationale pour l'élimination de la pauvreté. Dans ce combat tous azimuts, le Cameroun multiplie projets et programmes, tous coordonnés par le DSCE, le document de stratégie pour la croissance et l'emploi. Les armes du Cameroun contre la pauvreté, c'est le regard panoramique de Oswald Modon. La pauvreté est aujourd'hui l'ennemi public numéro 1 de tous les gouvernements, plus encore pour les pays en voie de développement. Le Cameroun en a fait l'un de ses principaux chevaux de bataille. La lutte contre la pauvreté est ici, institutionnalisée avec l'implication directe de certains départements ministériels. Le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire abrite en son sein des programmes et projets dédiés. Le sous-programme réduction de la pauvreté ou encore le projet filets sociaux. Les filets sociaux sont donc des programmes qui sont destinés aux populations les plus démunies. Nous appelons les populations à situation de pauvreté chronique pour les aider à améliorer leurs conditions de vie et puis à lutter contre tout type de chocs qui peuvent les survenir. On met à la disposition des bénéficiaires de l'argent frais. On les accompagne pour cette utilisation. Et déjà, 82 000 foyers ont pu bénéficier de cette manne gouvernementale, juste pour les filets sociaux, pour plus de 14 milliards de francs CFA. Autre ministère engagé dans la bataille, le ministère des PME, avec lui aussi une batterie de mesures. On a à peu près 6 programmes qui sont opérationnels. Nous pouvons citer le programme Impretec qui est là pour la mise à niveau des promoteurs. Le programme PMEA qui encadre les jeunes promoteurs agricoles dans le secteur agro-industriel pour permettre à nos jeunes qui sont nombreux dans le secteur informel à migrer vers un secteur beaucoup plus, je vais dire, structuré. Si certains départements ministériels ont la lutte contre la pauvreté explicitement indiquée dans leur feuille de route, le combat reste tout de même celui de l'ensemble du gouvernement. Dans la lutte contre la pauvreté, aucune force n'est de trop, d'où la diversité des axes d'intervention. Le 17 octobre est donc retenu depuis l'année 1992 par l'ONU comme journée internationale consacrée à l'élimination de la pauvreté sur la Terre. Occasion pour la rédaction de dresser un bilan des actions gouvernementales dans la lutte contre la pauvreté. Vous venez de le voir dans ces secteurs, mais encore dans 2 secteurs porteurs que sont l'agriculture et l'élevage. Nous faisons le point des projets mis sur pied dans le monde rural avec Marie-Laurence Senke. L'agriculture et l'élevage représentent le cheval de bataille du gouvernement dans la lutte contre la pauvreté. À ce jour, de nombreux projets en cours ou réalisés ont été élaborés pour rendre ces secteurs rentables, en vue de satisfaire les besoins des populations. Dans le secteur de l'élevage, des pêches et des industries animales, il est question de moderniser la filière et produire davantage. Nous avons, par exemple, le projet d'appui à la compétitivité des exploitations familiales agro-pastorales, la CEFA, qui accompagne les petits producteurs à la base pour améliorer leur appareil de production. Nous avons également un autre projet qui est financé par la Banque islamique de développement, c'est l'IFIDEP, qui également accompagne les populations dans les différentes filières de l'élevage. Nous avons également un projet qui est en cours de démarrage,
qu'on appelle le PDCOBI. La plupart de ces projets s'adressent aux populations rurales qui n'ont pas les moyens et dont l'exploitation n'a pas une taille suffisante pour aller vers les banques et solliciter des accompagnements. Si vous voulez augmenter peut-être la taille de votre exploitation, vous vous adressez à ces projets-là qui vont même vous accompagner pour essayer déjà, c'est-à-dire que d'élaborer ce qu'on appelle le plan d'affaires. C'est une véritable révolution que le gouvernement entend opérer dans le cadre du passage à une agriculture de seconde génération. Le PICMA, qui est un projet du gouvernement du Cameroun, a déjà injecté auprès de la population cible environ 30 milliards de francs CFA. Le projet est un projet qui oriente l'agriculture de seconde génération en agriculture commerciale, mais qui a un fort impact pour la lutte contre la pauvreté. L'agriculture de seconde génération concerne également cette transformation de la petite agriculture de subsistance à une agriculture commerciale. Les résultats probants ont été enregistrés visant à fourbir des armes concrètes au Cameroun dans la lutte contre la pauvreté. L'autre actualité majeure du journal, ce mercredi, était une autre longue journée pour le Conseil constitutionnel. La suite de l'audience publique relative au contentieux post-élection présidentielle a encore connu son pic d'intérêt et d'audience. La haute juridiction a consacré toute la journée à la deuxième requête du candidat Maurice Kamto. L'examen a été suspendu hier soir, on se souvient, mais à cette heure-ci où nous faisons le dernier point, ce deuxième recours n'a toujours pas été réglé après la deuxième et la longue audition du camp Kamto de Elections Cameroun, du gouvernement et du parti RDPC. Nous faisons le point avec Thérèse Yolande et Dima. À la reprise des débats suspendus mardi vers 20h30, les avocats de Maurice Kamto ont poursuivi la présentation de leurs arguments tendant à prouver que l'élection présidentielle du 7 octobre 2018 a connu des anomalies dans les 7 régions où ils demandent l'annulation. En ce qui concerne la requête relative au financement tardif de la campagne du candidat du MRC, Maître René Monfou a soutenu que ce déblocage tardif a fortement nui à son client. Maître Abdoul Bagui, pour sa part, a fait observer que les affiches de son client n'étaient pas assez représentées, contrairement à celles du candidat du RDPC, dont les affiches étaient omniprésentes et en grand format. Pour Maître Zoumissi, l'arrêté du ministère de l'administration territoriale limitant le mouvement des personnes à partir de 18h la veille du scrutin, alors que la campagne s'arrêtait à minuit, a pénalisé l'équipe de campagne du candidat Kamto. Les autres avocats du MRC vont tour à tour aborder le problème des votes multiples, celui de l'insuffisance des bulletins de Maurice Kamto dans certains bureaux de vote et le non-retrait des bulletins d'Akeremouna qui s'étaient pourtant ralliés à leurs clients. Dans son exposé, Maurice Kamto va maintenir que le peuple lui a fait confiance et qu'il est le vainqueur du scrutin du 7 octobre 2018 au Cameroun. La sortie du directeur général adjoint de l'ECAM, tout comme celle de l'avocat de cette instance, vont démonter preuve à l'appui tous les moyens évoqués par le candidat Kamto et ses conseils. Les mandataires du ministère de l'administration territoriale et ceux du candidat du RDPC vont également se prêter à cet exercice et battre en brèche l'ensemble des arguments de Maurice Kamto. Quand nous quittions la salle d'audience du Conseil constitutionnel, les débats sur cette deuxième affaire Kamto n'étaient pas encore achevés. Et c'est le cas jusqu'à 7h, 20h39. Débat houleux et avec parfois de longues digressions. Je vous propose d'entendre maintenant quelques-unes des réactions des principaux acteurs à l'issue de leur passage devant les membres du Conseil constitutionnel. Ce sont des opinions recueillies par Thérèse Yolande et Dima. Vous n'avez vu en rien aucune théâtralisation, aucune attaque personnelle, aucun effet de manche. De notre part, nous avons essayé simplement de prendre argument par argument. Il se trouve qu'il y en avait beaucoup. Et là, quand on a fait ce travail, normalement, nous avions tout le matériel électoral 2 semaines. J'ai dit bien 2 semaines avant le jour du scrutin, tout le matériel était au niveau des antennes communales.
en fonction du timing, de la situation géographique, de la distance entre l'antenne communale et le bureau de vote, chaque chef d'antenne s'organisait. Il y a des matériels qui ont été envoyés 2 jours avant. Il y a d'autres qui sont partis la veille et d'autres sont partis le matin. Dans la ville, on envoie le matériel le matin. Comme nous sommes dans les élections, dans la démocratie, c'est bien que cela soit solennel, que chacun vienne dire ce qu'il pense des opérations électorales. Puisque cette instance, l'auguste institution, doit statuer sur les opérations électorales. Uniquement sur les opérations électorales. Et ces opérations électorales sont clairement fixées dans la loi électorale du Cameroun. La requête du professeur Maurice Kamto a été montée dans l'unique but de faire croire au peuple camerounais que la loi a été violée en plusieurs de ses dispositions. Or, il n'en était rien. Et c'est à cet exercice-là que je me suis attelé pendant tout mon propos. Comme exemple phare de cette manipulation qui voudrait être faite, je vous prends le cas des listes des bureaux de vote qu'on dit n'avoir pas été affichés, alors que les listes des bureaux de vote ont bel et bien été affichées 8 jours avant le scrutin. Et le Cameroun Tribune de lundi a relayé l'information. Et moi je vous pose la question, nous sommes des êtres humains, puisqu'on peut prendre un huissier pour tout. Pourquoi n'ont-ils donc pas constaté le défaut d'affichage par voie d'huissier? Sur ce processus électoral en cours, la rédaction continue de recevoir des appels pour la paix et la sérénité au Cameroun. Ce mercredi, Olivier Billet, le président de l'Union pour la fraternité et la prospérité, était face à la presse à Yaoundé. Il a rappelé l'engagement de son parti pour les valeurs de fraternité et d'amour. Je vous propose d'entendre un morceau choisi de sa déclaration, recueilli par Catherine Toulouelanga. Restons ce peuple camerounais, admiré de tous, qui sait prendre de la hauteur et produire les dynamiques d'apaisement. La reconnaissance de la sacralité de nos lois et institutions républicaines, dont le Conseil constitutionnel, en tant qu'instance officielle de consolidation et de proclamation définitive des résultats électoraux. La libération sans condition des militants de l'opposition détenus à l'occasion de ce scrutin. La création des conditions d'un retour à une atmosphère de détente et de convivialité au sein du pays tout entier. Et puis, la formation rapide au sortir de cette élection, et quelle qu'en soit l'issue finale, d'un véritable gouvernement d'union nationale. Tout à fait autre chose. Dans l'actualité du jour, le ministre du Commerce était en visite de travail à Douala. Luc Magloire Mbarga Tangana est allé évaluer la production des agro-industries dans la capitale, dans la capitale économique. À la clé, l'assurance qu'aucune pénurie ne pointe à l'horizon dans les filières visitées. Marcel Kassibile est à Douala. L'enjeu de la descente du ministre du Commerce dans les sociétés agroalimentaires de Douala, entrepôts de riz et farine, ainsi que dans les chambres froides des produits halieutiques, a été clairement défini. On regarde certaines rumeurs qui sont véhiculées pour faire peur. Je dois dire qu'après ce que nous avons vu aujourd'hui, mais vu de nos propres yeux, le sentiment est, je le disais, à l'extase, à la très très grande satisfaction. Je voudrais donc rassurer les consommateurs, rassurer les populations, leur demander de ne pas céder à cette intoxication. Une assurance qui sera renchérie par les différents responsables de ces sociétés. En termes de quantité, il n'y a pas de problème. Nous sommes normés depuis, donc nous n'avons pas peur pour notre qualité. Aujourd'hui, nous avons en stock la capacité de blé pour tenir plus de 2 mois. Et chaque fois, à chaque mois, nous recevons des bateaux avec du blé.
Mais au-delà de cet aspect, le ministre du Commerce s'est dit satisfait du dynamisme des jeunes observé au sein de ces entreprises. Le dynamisme de l'entrepreneuriat camerounais, notamment de la jeunesse, il n'y a rien à envier à ce qui se fait ailleurs, sur d'autres cieux. Bien que la demande soit de plus en plus forte, l'offre est donc garantie pour des fêtes de fin d'année, sans pénurie et sans hausse des prix. Les dernières nouvelles de la gendarmerie nationale est d'abord cet hommage à une centaine de soldats revenus victorieux du front contre Boko Haram dans le Septentrion. Leur bravoure était célébrée au cours d'un repas de cohésion présidé lundi par le secrétaire d'État à la Défense, Galaxy Toga. C'était au camp Yoyap Moussa, ici à Yaoundé. Voici le reportage de Pierre Evembe. Ils sont 100. 16 officiers, sous-officiers militaires du rang de la gendarmerie nationale. Ils reviennent d'une mission bien remplie à l'extrême nord, notamment dans le dispositif de l'opération Émergence 4, engagée dans la lutte contre la secte Boko Haram, une nébuleuse qui a été sérieusement affectée par la riposte ferme et professionnelle des forces de défense camerounaises. Ils vont rejoindre leur famille, l'allure fière et la satisfaction d'avoir honoré leurs frères d'armes tombés sous les attaques entachées de lâcheté de ces terroristes qui procèdent désormais par attentats kamikazes, assassinats ciblés, enlèvement d'enfants et de jeunes filles, vol de bétail. Et la gendarmerie nationale, aux côtés des forces de 3e catégorie, entend aussi bien dans la 4e région que dans la 3e qui couvre le nord de l'Adamawa, faire face à toute forme de menace contre l'intégrité et la vie des populations. C'est au nom du secrétaire d'État à la Défense chargé de la gendarmerie Galaxy Toga que le colonel Yebo a présidé le repas de cohésion entre les troupes et le commandement à l'effet de saluer le travail abattu avec professionnalisme sur le terrain. Il était question de traduire également les encouragements du très haut commandement aux troupes. Une rencontre qui précède ainsi ce retour auprès de leurs familles respectives qui les attendent tels des messies. On dira bon retour à la maison, à nos soldats. La gendarmerie nationale également sur le front de la lutte contre le grand banditisme avec la mise aux arrêts d'un gang spécialisé dans le cambriolage dans des domiciles cossus au quartier Oza, ici à Yaoundé. Le gang lourdement armé opérait avec la complicité de jeunes filles de familles aisées. Le coup de filet porte l'estampille de la compagnie de gendarmerie de Yaoundé, premier. Une fois de plus, le récit de Pierre Evembe. Ce véhicule de type ML de marque Mercedes, c'est la voiture de service de ce gang composé de 3 jeunes filles issues de familles relativement aisées, des établissements forts onéreux. Unies pour le pire à ces 4 hommes, des repris de justice dont elles assuraient le rôle d'appât pour les personnalités ciblées. Le mode opératoire de ces malandrins consistait à envoyer ces filles vers ses voisins, vers ses parents qui étaient nantis, découvrir des cachettes, des maisons, le plan de maison, le leur refiler après, et eux ils venaient donc à la charge, braquaient et récupéraient tout ce qui était important pour eux. C'est donc comme ça que les plaintes naissantes, la compagnie de gendarmerie des Yaoundé 1 a mis sur pied son équipe de lutte contre la criminalité. Le sort de ces suspects lourdement armés sera remis aux mains du tribunal militaire. Ils ont utilisé le fusil à pompe chez une des victimes. Automatiquement, la procédure est envoyée au tribunal militaire. Ça aurait été le cas contraire sans utilisation d'armes que nous aurions envoyé au tribunal de grande instance. Vigilance donc, se méfier des apparences et surtout de ces jeunes filles dont l'innocence adoucit le cœur et surprend l'esprit. L'UNICEF évalue la situation des enfants non scolarisés dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Emmanuel Fontaine, le directeur du bureau des urgences du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, achevait cette semaine 3 jours d'une visite de travail dans ces 2 régions. Le bilan et les urgences constatées étaient confiés à la presse hier mardi au siège de l'UNICEF ici à Yaoundé. Ce qu'il faut en retenir avec vous, Inès Magoum. Les droits de l'enfant sont de moins en moins respectés dans certaines régions du Cameroun. Dans les zones du sud-ouest et du nord-ouest du pays,
On a une estimation de l'ordre de 350 000 déplacés. L'UNICEF s'est déjà exprimé sur la situation dans les écoles. On sait que malheureusement, il y a aussi d'autres formes de violence qui affectent les familles, les enfants et les civils. En venant au Cameroun, le directeur du bureau des urgences de l'UNICEF, basé à New York, veut réaffirmer leur engagement à assurer la dignité et la survie des populations en situation d'urgence. Dans les régions touchées par la crise au Cameroun, se sont développées l'insécurité et la violence. Dans ce cas de figure, l'UNICEF a un rôle bien précis. Assurer la survie, limiter, réduire les souffrances et assurer la dignité des populations dans des situations d'urgence de manière générale. Ces situations d'urgence, peuvent être à la fois des catastrophes naturelles ou des conflits. L'organisation a d'ailleurs un plan de réponse humanitaire. Mais à ce stade de l'évaluation, la liste des besoins reste approximative. Ça peut être des moustiquaires par exemple, du matériel d'eau et d'assainissement, du savon. On a un financement du fonds central des urgences de OCHA. L'UNICEF, nous avons mis des fonds propres aussi dans cette réponse. Ça implique qu'on ait accès aux gens qui ont besoin de nous. Au vu des faits, Emmanuel Fontaine demande séance tenante la collaboration de tous afin d'offrir à ces enfants l'opportunité de choisir. Souci d'une éducation de qualité encore, dans 2 jours, vendredi, la famille éducative nationale va marquer la journée nationale de l'orientation scolaire. Ce mercredi déjà, le collège privé catholique Jean Tabi ouvrait les débats sur les métiers porteurs au Cameroun avec les éclairages de divers spécialistes. Cela s'appelle un carrefour de métiers tel que l'explique Inès Magoum, une fois de plus. D'aucuns sont venus à ce carrefour des métiers avec un plan de carrière arrêté, tandis que d'autres se sont laissés séduire. Avant ce carrefour des métiers, je voulais être magistrat dans le droit des affaires et par le biais de la présence de ces encadreurs, ça a juste confirmé cette envie, cet engouement que j'avais déjà. J'ai toujours été attirée par les métiers du genre communication, management, où je vais me frotter aux gens. Depuis ce midi, j'ai été intéressée particulièrement par le métier de diplomate et j'ai pu voir que le meilleur chemin que l'on puisse prendre, c'est de faire les études universitaires. Normal, ici le choix est vaste. Nous avons des métiers connus comme la magistrature, l'ingénierie, l'architecture, le journalisme, la médecine ou encore l'enseignement et d'autres un peu moins qui suscitent autant d'intérêt. La majorité voudrait savoir réellement le peu mystère qu'il y a dans ce plan. L'actuariat, c'est une découverte pour ces étudiants. L'actuaire, c'est un ingénieur des risques. D'accord ? Il est un expert de la modélisation et de la gestion des risques. Il travaille principalement dans les compagnies d'assurance et dans les banques. L'orientation scolaire, une période délicate où il faut prendre le temps de la réflexion. Et au collège Jean Tabi, on l'a compris. De telles activités rendent nos élèves à même de choisir des métiers selon leur passion et selon leurs aptitudes. En fin de compte, que l'on choisisse un métier de souveraineté à caractère scientifique ou libéral, le plus important est de l'aimer passionnément. Le rôle capital du conseiller d'orientation pour nos jeunes est donc sur l'avant-scène cette semaine. Un professionnel du profilage, c'est cela qu'il est, dont les missions s'étendent depuis l'enseignement primaire jusqu'à l'enseignement supérieur. Nous retrouvons maintenant Gisèle Onguéné dans ce qu'on appelle dans les universités et grandes écoles au Cameroun le service des affaires sociales. L'orientation conseil dans les facultés d'université ou instituts et écoles de l'enseignement supérieur au Cameroun s'effectue sur 2 échelles et différemment du lycée. L'orientation à l'université de Yaoundé n'est pas qu'académique ou professionnelle. Il y a également le volet social qui est pris en charge. Il y a une sorte de rendement mental qu'il faut supporter pour qu'il ne crache pas en chemin. Comme ils viennent de plus en plus jeunes, 16, 17 ans, ils entrent dans un monde où il n'y a plus papa, il n'y a plus de surveillant général, il n'y a plus de censeur, il n'y a plus d'uniforme. Vous verrez que de plus en plus, les problèmes académiques ont un impact sur l'académique. Ça peut être le harcèlement sexuel, ça peut être les problèmes de foyer polygamique. Par ailleurs, le conseiller d'orientation outille le futur diplômé pour une meilleure insertion socio-professionnelle. Il y a des techniques
de recherche d'emploi. L'élaboration d'un curriculum vitae. Le CV doit accrocher. Comment écrire une lettre d'emploi, c'est ce qu'on appelle vulgairement la demande d'emploi. Comment faire une lettre de motivation. Et puis, comment on passe un entretien embauche. Les attitudes, les gestures qu'il faut avoir lorsqu'on passe un entretien embauche. Les étudiants handicapés, dépressifs ou affligés par des chagrins sévères ou encore par l'indigence chronique bénéficient eux surtout d'une assistance morale plus intense. L'horizon s'éclaircit pour les artistes musiciens camerounais en ce qui concerne en tout cas le paiement de leurs droits par la Cameroun Radio Television. Les droits d'auteur des artistes musiciens à payer par la radio et la télévision nationale sont disponibles. Sam Fantomas, le président du conseil d'administration de la Société nationale de l'art musical du Cameroun, a reçu ses assurances ce mercredi de Charles Ndongo au cours d'un échange avec le directeur général de la CRTV. Donc, je vous propose d'entendre le satisfait du président Sam Fantomas dans un extrait sélectionné par Kares Essiane de CRTV News. Nous avons été reçus par le DG et avec beaucoup de joie quand on vient de poser le problème des artistes. Et comme je disais, il est avec beaucoup de joie qu'il a pris le problème des artistes. Donc aujourd'hui, on a parlé de l'indépendance qui devait être versée à la Sonacam, parce que Sonacam est mandataire pour percevoir la CRTV. Et on est arrivé à cette conclusion pour ne pas en tirer long que avant demain matin, on aura notre chèque. Et c'est le plus important, parce qu'il y a des milliers d'artistes dehors qui attendent une information, qui attendent qu'on lui dise quelque chose, parce que depuis des années, le droit d'auteur n'est pas dans son droit, comme je dis. Voilà un peu ce qui s'est dit avec mes collègues, ceux qui m'ont accompagné, la vice-présidente et les clients, Salédion et tous les autres. Ce qui ça a été dit aujourd'hui. Et je suis très fier. Je ne voulais quand même pas donner le montant comme ça. Parce que si l'argent, même ce montant, si on l'entend, on pensera qu'il appartient seulement à la Sonacam. Non. C'est l'argent des 5 sociétés. Et nous sommes seulement mandataires. Revenons à l'enseignement supérieur au Cameroun qui se dote d'une boussole pour ses performances. Le document intitulé « Guide national des indicateurs d'évaluation des performances et de comparabilité des institutions universitaires » était validé par la famille universitaire ce mercredi. C'était au cours d'un séminaire conduit par le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur. Le compte rendu de ces travaux avec Elvire Nina Galim. Désormais un tableau de bord pour évaluer l'activité académique des établissements de l'enseignement supérieur au Cameroun. Grâce au guide national des indicateurs d'évaluation des performances et de comparabilité des institutions universitaires, il sera dorénavant possible de justifier le financement alloué aux universités. De plus en plus, on observe à travers le monde qu'il y a une nouvelle exigence auprès des universités, c'est celle de pouvoir se comparer les unes aux autres, pouvoir faire le point sur qu'est-ce qu'elles font des inputs qui sont mis à leur disposition pour voir et donc mesurer la performance. Soumis à l'appréciation de la famille universitaire, le document est le fruit de la direction des accréditations universitaires et de la qualité. Les indicateurs contenus dans le guide vont mesurer le niveau de pertinence et de cohérence des aspects structurels, fonctionnels et rationnels des structures de l'enseignement supérieur. On va passer à la phase de la production du document en espérant que d'ici le début de l'année prochaine, si le ministre le veut bien, on pourra le mettre à la disposition des institutions universitaires et à partir de là, chacun pourra regarder, utiliser ce document comme boussole pour son fonctionnement. Voilà donc un précieux outil de pilotage qui va mettre en place un cadre d'une meilleure lisibilité des efforts consentis par chaque institution universitaire. Voici la version anglaise de la Convention collective nationale d'entreprise du FECOM. Le document est désormais disponible. Il va améliorer les conditions de travail des employés de ce fonds et il était paraphé ce mercredi à Yaoundé sous la houlette du secrétaire général du ministère du Travail et de la Sécurité sociale devant notre reporter Pierre Biyinambarga. Cette convention collective nationale d'entreprise du FECOM a déjà été signée, mais en une seule langue,
le français. Elle a été signée en 2016, la révision, donc il fallait absolument la version anglaise. Aujourd'hui, donc, nous sommes venus pour signer cette version anglaise. Patronat, employés, gouvernement, tous sont acteurs et témoins. Suite aux travaux de traduction et après validation par les différentes parties prenantes, nous sommes réunis ce jour pour la signature de la version anglaise de cette convention collective. Au nom du ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Auna, le secrétaire général invite toutes les parties au respect de la dite convention. Comme vous le savez, est un instrument d'amélioration des conditions de travail et de rémunération des travailleurs à travers des avantages sociaux et financiers qu'elle consacre. Par conséquent, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale vous exhorte par ma voix à poursuivre l'application des dispositions de cette convention collective qui matérialise l'aboutissement d'un dialogue social constructif en vue de la promotion du travail décent au sein du FECOM. C'est dire en définitive que la dimension bilingue de la Convention collective nationale d'entreprise du FECOM est désormais une réalité. Et voilà une nouvelle qui met un terme à ce 20h30. Pour l'essentiel de l'actualité du jour, on retient la suite du contentieux post-élection présidentielle. L'examen du deuxième recours du candidat Maurice Kamto a entamé hier, se poursuivait encore en ce moment et se poursuit encore à 21h, au moment même où nous mettons un terme à ce 20h30. La suite du combat contre la pauvreté à travers le monde, le Cameroun s'est joint à la planète pour célébrer ce 17 octobre la journée internationale de l'élimination de la pauvreté. Et puis la reconnaissance de la nation à une centaine de soldats revenus au Bercail, à la maison à Yaoundé. Ce mercredi, une cérémonie d'hommage leur a été dédiée cette semaine par la gendarmerie nationale. C'est donc la fin du 20h30, une édition préparée avec la collaboration de Étienne Pascal Azégué et de Stéphane Zembomo, stagiaire de l'ESTIC. D'autres informations à minuit pour vous sur cette antenne avec Jean-Cyriac Bessé et Patricia Leba Motukson. Vous pouvez revoir ce journal et toutes les éditions d'information de CRTV News sur notre site internet www.crtv.cm. CRTV News à regarder sur le canal télé 394 Bouquet, canal SAT donc. Très belle soirée sur la CRTV et à demain, 20h30.